L'Argentine s'étire sur des milliers de kilomètres, et c'est peut-être son plus grand mystère, comment un seul pays peut-il abriter, dans les mêmes frontières, des déserts de sel aveuglant de blancheur et des glaciers vieux de plusieurs millénaires. Ici, les vastes étendues salées côtoient les lacs d'altitude et les sommets enveloppés de brume gardent le silence des origines. C'est une terre où rien ne s'oublie vraiment, où les pertes ne sont jamais vraiment enterrées, où les racines continuent de parler à qui sait les écouter. Dans ce documentaire, nous allons traverser les endroits les plus remarquables de l'Argentine, des paysages les plus rudes aux villes chargées d'histoire, jusqu'aux mégapoles résolument modernes. Le voyage commence dans les recoins encore préservés du Sud, là où peu de visiteurs s'aventurent. Notre première halte se trouve à la Serranía de Hornocal. Cette formation géologique en strates multiples se dresse non loin de Humahuaca, perchée à une altitude qui coupe le souffle avant même que le regard n'ait eu le temps de se poser sur le paysage. On l'appelle la montagne aux 14 couleurs, et ce nom n'a rien d'exagéré. Le rouge, le violet, le vert et le jaune s'y superposent en vagues minérales, comme si la Terre elle-même avait voulu peindre son histoire en coupe transversale. Sur les prairies d'altitude qui entourent la montagne, on aperçoit parfois des vigognes, les plus élégantes représentantes de la famille des lamas, qui semblent glisser sur l'herbe rase avec une grâce presque irréelle. Chaque année, des milliers de visiteurs acceptent de gravir des sentiers de montagne difficiles, simplement pour se tenir face à ces sommets colorés. On peut se demander ce qui pousse tant de gens à affronter l'altitude et la fatigue pour un simple face-à-face avec la roche. Mais quiconque a déjà ressenti ce vertige particulier devant un paysage trop grand pour l'œil comprendra sans doute cette obstination. De là, la route descend vers Tilcara, petit bourg niché dans la vallée de Quebrada de Humahuaca, cerné de montagnes striées comme des pages de géologie ouvertes au grand jour. Son plan urbain marie sans effort les traditions ancestrales et la vie contemporaine, comme si les siècles s'y étaient simplement empilés, sans jamais s'effacer les uns les autres. Sur une colline proche de la ville se dresse le Pucará de Tilcara, une forteresse bâtie au 12e siècle par le peuple Omaguaca, en un point stratégique choisi avec un sens aigu du terrain. Dominant toute la vallée, ce site servait autant à la défense qu'à la surveillance des mouvements alentours. Aujourd'hui encore, on peut y voir les ruines de maisons, de salles cérémonielles et de tombes, vestiges silencieux d'une société entière. La ville, pourtant, fut oubliée jusqu'au début du 20e siècle, avant d'être redécouverte et de devenir l'un des centres historiques les plus visités de la région. L'église Nuestra Señora del Rosario de Tilcara date de la fin du 17e siècle. Avec ses murs d'adobe et ses 2 clochers, elle s'intègre avec une harmonie presque évidente dans le décor montagneux qui l'entoure, comme si elle avait toujours fait partie du paysage plutôt que d'y avoir été ajoutée. À environ 11 km au sud de Tilcara se trouve la Posta de Hornios, un ancien relais de poste du 18e siècle. Ce lieu, autrefois halte de repos pour les soldats et les voyageurs épuisés par la route, fait aujourd'hui office de musée, gardien discret d'une époque où chaque kilomètre parcouru se payait en fatigue et en patience. Le voyage nous mène ensuite bien plus au sud, jusqu'au glacier Perito Moreno. Cette masse de glace impressionnante se trouve dans le parc national Los Glaciares et s'étend sur environ 30 km, avançant inexorablement vers le lac Argentino. Contrairement à la grande majorité des glaciers de la planète, qui reculent année après année sous l'effet du réchauffement, celui-ci continue d'avancer, à raison d'environ 2 mètres par jour. Ses parois s'élèvent jusqu'à 70 mètres au-dessus de la surface du lac, encadrées par les Andes enneigées et des forêts denses qui semblent monter la garde. Les couches de neige compressées au fil des millénaires ont donné à la glace une teinte bleue, tout à fait particulière, presque électrique, qui semble émaner de l'intérieur du glacier plutôt que de sa surface. Certains osent s'en approcher en canoë, dans une expédition qui demande autant de courage que de calme. D'autres préfèrent les excursions en bateau, qui offrent une vue plus large sur l'immensité de cette muraille de glace. Les embarcations s'approchent des parois et s'arrêtent souvent là, en silence, dans l'attente. Car c'est à ces moments précis que d'énormes blocs de glace peuvent se détacher et s'effondrer dans le lac, dans un fracas qui résonne longtemps après l'impact. Beaucoup de visiteurs patientent des heures entières, les yeux rivés sur la paroi, pour assister à ce spectacle imprévisible. Des terrasses d'observation ont également été construites, permettant d'admirer chaque détail du paysage en toute sécurité. Tout l'aménagement du site a été pensé pour accueillir des visiteurs de tous âges, du plus jeune au plus curieux des grands-parents. Changement de décor, direction la province de Salta et la Quebrada de Las Conchas.
cette merveille naturelle se distingue par ses formations rocheuses rouges et ses vallées profondes, sculptées par le temps avec une patience que l'esprit humain peine à concevoir. La région appartient aux zones géologiques liées au système des vallées Calchaquí, un territoire où chaque roche semble raconter une ère différente. La vallée contient une multitude de formations façonnées à des époques géologiques distinctes. L'une d'elles, connue sous le nom de Los Castillos, doit son nom à sa silhouette qui évoque un château fortifié. L'érosion des couches horizontales lui ayant, au fil du temps, donné ce profil si particulier. El Obelisco, niché au cœur du canyon, est une colonne rocheuse, naturelle, culminant à environ 26 mètres, dressée comme un doigt pointé vers le ciel. Une autre formation saisissante, la Garganta del Diablo, forme une gorge étroite et profonde qui capte immédiatement le regard par sa silhouette singulière. Les ouvertures façonnées par l'érosion au fil du temps ont donné son nom à Las Ventanas, ces fenêtres naturelles qui comptent parmi les traits les plus marquants du canyon, renforçant encore son attrait visuel. Une dernière formation de la vallée, surnommée El Sapo en raison de sa ressemblance avec une grenouille, illustre à merveille comment l'érosion peut donner au paysage des formes aussi inattendues qu'amusantes. Non loin de là, dans la province de Neuquén, se trouve la cascade Salto del Agrio. Cette chute d'eau, qui plonge d'une hauteur d'environ 60 mètres, tire son nom de la composition acide de la rivière qui l'alimente. La rivière Agrio a considérablement modifié la couleur des roches environnantes en raison de sa forte teneur minérale, peignant les pierres de teinte que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Grâce à ses couleurs vives et à l'atmosphère paisible qui y règne, cette cascade mérite pleinement le détour. Retour ensuite vers les hauteurs avec les Salinas Grandes. Des millions d'années d'activité volcanique et d'évaporation ont façonné ce paysage qui évoque un lac gelé à perte de vue. S'étendant sur plus de 3000 miles carrés, ce territoire compte parmi les salars les plus impressionnants du monde. On y observe souvent des monticules de sel en forme de cône, disposés avec soin sur la surface blanche, presque comme une composition artistique. Ces monticules sont traditionnellement récoltés par les communautés locales selon des méthodes ancestrales, transmises de génération en génération. D'étroits canaux sont creusés dans la croûte de sel pour accélérer l'évaporation et à mesure que l'eau s'évapore, le sel dessine des veines à la surface, comme les rides d'un visage très ancien. Les bassins bleus et circulaires que l'on aperçoit sur le salar sont connus des habitants sous le nom d'O Ojos del Salar, les yeux du salar. Ce territoire recouvert de sel accueille de nombreux visiteurs tout au long de l'année. Et les excursions guidées permettent aux voyageurs d'apprécier à la fois les paysages et les traditions culturelles qui s'y rattachent. Sa facilité d'accès depuis les villes voisines en fait l'un des sites les plus fréquentés de la région. Plus au sud encore, nous découvrons la Laguna de Los Tres, un lac glaciaire qui se distingue par les 3 grands sommets qui l'encadrent. On pense qu'il s'est formé durant la dernière période glaciaire et son eau semble garder la mémoire de ce lointain hiver du monde. Au sommet se trouve la Laguna de Los Tres, tandis qu'un peu plus bas apparaît la Laguna Sucia, aux eaux plus sombres, presque secrètes. Tout au long de l'année, de nombreux aventuriers viennent contempler ce paysage unique, souvent après des heures de marche qui donnent tout leur sens à l'arrivée. Juste derrière se dresse le mont Fitzroy, à cheval sur la frontière entre l'Argentine et le Chili. Son sommet est si souvent enveloppé de nuages que le peuple Tehuelche l'a surnommé la « montagne qui fume ». Sa paroi de granit et la météo qui peut basculer en quelques minutes rendent son ascension particulièrement périlleuse. Aujourd'hui encore, cette montagne majestueuse occupe une place à part, dans le cœur de tous les amoureux de la nature, comme un défi qu'on ne relève jamais complètement, mais qui continue d'appeler. Retour vers le nord, à Humahuaca. Cette petite ville, perchée à environ 3000 mètres d'altitude, conserve fidèlement son caractère historique. Au-dessus du paysage urbain se dresse le monument aux héros de l'indépendance, dédié à ceux qui se sont battus pour la liberté. Il impressionne par son allure. À son sommet trône une statue de bronze représentant un guerrier autochtone, le regard tourné vers l'horizon. Tout près se dresse la tour de Santa Barbara, une tour de guet du 16e siècle. Dressée au milieu de cactus géants, cette construction servait autrefois d'entrepôt d'armes pendant la lutte pour l'indépendance. Elle attire aujourd'hui les visiteurs venus contempler ce témoin silencieux du passé. Le Cabildo de Humahuaca est un autre édifice historique, datant de l'époque espagnole. Chaque jour, à midi, une statue de Saint François Solano sort de la tour de l'horloge pour saluer la foule rassemblée en contrebas. Un instant précieux, attendu aussi bien par les habitants que par les visiteurs,
et qui a quelque chose de rassurant dans sa régularité, comme si le temps lui-même marquait une pause. Cap ensuite sur le parc provincial d'Ichigualasto, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000, situé dans la province de San Juan. Ce territoire, que les habitants surnomment la Vallée de la Lune, est réputé pour ses formations rocheuses insolites, presque irréelles. L'une des plus emblématiques est un rocher en forme de champignon appelé El Hongo. Cette silhouette est née du fait que la couche supérieure de roches dures s'est érodée plus lentement que les couches plus tendres situées en dessous, laissant en équilibre une forme qui défie presque la logique. Un autre site remarquable, surnommé Cancha de Bocha, compte parmi les endroits les plus intrigants du parc. D'étonnantes pierres parfaitement rondes, disposées comme par une main invisible sur cette terre aride, créent un spectacle qu'on croirait presque artificiel. Parmi toutes les merveilles naturelles de l'Argentine, ce lieu occupe une place véritablement à part. Direction ensuite la Terre de Feu, pour découvrir la Laguna Esmeralda, une merveille naturelle saisissante. Ce lac glaciaire est alimenté par le glacier Hoyo del Albino et se trouve entouré des sommets enneigés de la Sierra Alvear. Sa couleur turquoise si particulière provient du mélange des fines particules glaciaires avec l'eau du lac. Un sentier de randonnée traverse une large vallée qui longe le lit de la rivière et sur le dernier tronçon, l'altitude augmente progressivement jusqu'à ce que le lac se révèle enfin dans toute son étendue. En hiver, la lagune gèle en partie ou entièrement et se couvre de neige, offrant un visage totalement différent selon la saison. C'est un lieu magnifique, aussi bien pour les photographes de nature que pour les simples voyageurs en quête de calme. Un peu plus loin, dans la province de Jujuy, se trouve Purmamarca, ville fondée au pied des Andes. Les maisons en adobe et les toits de terre cuite créent un contraste saisissant avec le paysage aride qui les entoure. Juste à côté de la ville se dresse le Cerro de los Siete Colores, aussi appelé la colline aux 7 couleurs, une formation naturelle qui se distingue par ses strates éclatantes. Ces couleurs superposées se sont formées au terme de processus géologiques qui se sont étalés sur des millions d'années, résultat de l'accumulation progressive de différents minéraux au fil du temps. Des éléments comme le fer et le cuivre ont donné à la Terre des teintes allant du rouge profond à la lavande la plus délicate. Selon la lumière du jour, les couleurs de la colline se transforment, offrant un spectacle sans cesse renouvelé. On pourrait la regarder à l'aube et au crépuscule et croire voir 2 montagnes différentes. Autour de la place principale, les marchés sont animés et colorés. Sur les étals s'entassent des tissages faits main, des ponchos de laine et des objets d'artisanat local, témoins d'un savoir-faire transmis depuis des générations. Pour qui apprécie l'atmosphère simple et authentique de la vie de village, Purmamarca pourrait bien être exactement le genre d'endroit recherché. Nous atteignons ensuite l'un des sites les plus célèbres du pays, les chutes d'Iguazú, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Cette formation naturelle s'étend sur environ 2,7 km et regroupe près de 300 chutes, petites et grandes, dans un vacarme et une beauté qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer avant de s'y trouver face à face. Le point le plus impressionnant est la Gorge du Diable, en forme de U. Toute l'eau se déverse dans un canyon étroit, et dans sa chute, une brume épaisse enveloppe les alentours. Lorsque la lumière du soleil rencontre cette brume, des arcs-en-ciel apparaissent, comme une récompense offerte à ceux qui ont fait le chemin jusqu'ici. Les visiteurs peuvent emprunter une passerelle d'1,1 km pour atteindre le sommet de la chute. La chute, haute de 82 mètres, génère à la fois une brume qui s'élève et un écho puissant qui semble venir du plus profond de la Terre. Il est tout simplement impossible de quitter l'Argentine sans avoir contemplé ce spectacle au moins une fois. Puis vient le détroit de Beagle, à l'extrémité la plus australe de l'Amérique du Sud, entre les frontières argentines et chiliennes. Cette voie maritime s'étend sur environ 240 km et est parsemée de petites îles. Sur l'une d'elles se dresse le phare Les Éclaireurs, une construction rouge et blanche datant de 1920. Les environs rocheux du phare abritent une faune variée. Des cormorans impériaux, reconnaissables à leur dos noir et leur poitrine blanche, forment de denses colonies sur les rochers. On y observe aussi fréquemment des otaries sud-américaines allongées au repos sur ces rivages de pierre, indifférentes au passage des bateaux. Nous poursuivons vers les ruines de Quilmes, un site archéologique des vallées Calchaquí fondé au milieu du 9e siècle. Le peuple Quilmes, descendant des Diaguitas, y a bâti une cité où vivaient plusieurs milliers d'habitants. Ils défendirent efficacement la région jusqu'à la fin du 17e siècle. Ce territoire, autrefois lieu de résistance farouche, a vu ses ruines réapparaître au 19e siècle.
Aujourd'hui, les ruines de Quilmes sont protégées par les descendants de leur propre peuple, une forme de justice tardive, où l'histoire revient enfin entre les mains de ceux à qui elle appartient. Les sentiers, les terrasses et les espaces cérémoniels de l'ancienne cité sont ouverts aux visiteurs. Ce lieu est considéré comme un symbole de l'identité autochtone et de la résistance. Un endroit véritablement singulier où l'on ne peut s'empêcher de penser à tout ce qui a été perdu et à tout ce qui, malgré tout, a survécu. Nous voici maintenant au lac Wechulafken, situé dans le parc national Lanín, qui s'étend sur plus de 30 km de long. Son nom, qui signifie « long lac », vient de la langue mapuche. Le volcan Lanín, qui domine entièrement le paysage environnant, culmine à 3776 mètres. Sa forme parfaitement symétrique et son manteau neigeux permanent le rendent reconnaissable de très loin. Des cabanes disposées le long de la rive offrent aux visiteurs un lieu de séjour paisible et pittoresque. Par ses couleurs et sa tranquillité, ce lac mérite assurément le détour. Direction ensuite le parc national de Talampaya, au nord-ouest de l'Argentine, célèbre pour ses formations rocheuses rouges et ses canyons profonds. Reconnu site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce territoire est également un gisement fossilifère d'une grande richesse. L'un des sites les plus impressionnants est une formation rocheuse surnommée la cathédrale gothique. La nature seule, sans la moindre intervention humaine, a sculpté ces structures de pierre en forme qui évoquent des tours élancées. Sur certaines roches, on distingue encore des symboles vieux de plusieurs millénaires, sortes de chroniques silencieuses qui reflètent les croyances et les pensées des sociétés anciennes. Les visiteurs croisent souvent, au détour du parcours, des reproductions de dinosaures grandeur nature. L'une des formations les plus marquantes du parc, El Monge, est une structure rocheuse dont la posture évoque un moine plongé dans ses pensées. La région abrite également une faune riche, dont le renard du désert, pour qui la sécheresse et la chaleur font simplement partie du quotidien depuis toujours. Nous nous rendons ensuite aux ruines de San Ignacio Mini, une ancienne mission jésuite qui constitue un site historique majeur de la province de Misiones. À la fin du 17e siècle, l'établissement fut déplacé à son emplacement actuel afin d'échapper aux marchands d'esclaves portugais. Avec le temps, environ 5000 membres du peuple guarani s'y installèrent. L'architecture des bâtiments, en pierre rouge, est ornée de sculptures dans le style baroque guarani. L'église du complexe mesure 74 mètres de long et l'épaisseur de ses murs atteint jusqu'à 2 mètres. San Ignacio Mini, remarquablement bien conservé, est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO ouvert aux visiteurs. Les visites guidées et le musée sur place montrent comment jésuites et guaraniers ont vécu et travaillé ensemble dans une rencontre entre deux mondes qui a laissé une empreinte durable. Dans la province de Catamarca se trouve le Campo de Piedra Pómez, où l'on recense plus de 5000 formations rocheuses aux teintes surprenantes. Elles se sont formées à la suite d'anciennes éruptions du volcan Cerro Blanco. L'érosion du vent a sculpté ces roches en tours, en vagues et en arêtes tranchantes. Les tons blancs, roses, gris et jaunes transforment continuellement l'apparence du paysage selon l'heure et la lumière. L'éloignement de la région a permis de préserver cet état naturel, presque intact, comme figé hors du temps. Le parc national Los Alerces, situé dans la province de Chubut, est protégé par l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial depuis 2017. S'étendant sur près de 200 000 hectares, ce parc est réputé pour ses alerces, des arbres dont l'âge remonte à des temps préhistoriques, de véritables témoins vivants d'une autre ère. Le lac Rivadavia, aux eaux limpides entourées de forêts denses, est un lac glaciaire situé au cœur du parc. L'une des zones les plus saisissantes du parc est l'endroit où la rivière Arayán s'écoule entre les lacs Menendez et Futalofken. Un pont suspendu enjambant la rivière offre un point de vue exceptionnel sur ce paysage. Le lac Futalofken, dont le nom d'origine mapuche signifie « grand lac », est l'un des principaux plans d'eau du parc. L'atmosphère paisible du parc et sa richesse visuelle se ressentent tout particulièrement autour de ce lac, où le silence semble presque palpable. Dans la province de Catamarca s'étendent également les dunes de Tatón, une vaste région désertique connue pour ses sables blancs. Ce territoire immense se prête bien aux excursions lentes et encadrées en véhicules tout-terrain. Grâce à son éloignement, le paysage naturel est resté intact et le silence préservé. Un silence si complet qu'il en devient presque une expérience en soi. Les dunes de Tatón comptent parmi les recoins naturels les plus singuliers de l'Argentine. Notre voyage s'achève à Buenos Aires, ville à la structure ouverte, faite de larges avenues et de places bien ordonnées.
C'est un lieu si vaste que nous ne pourrons pas en montrer chaque recoin, mais nous tenterons d'en souligner les endroits les plus marquants. L'Avenida 9 de Julio est l'avenue la plus impressionnante de la ville par sa largeur et son tracé. L'obélisque qui s'y dresse est l'un des symboles les plus importants de la cité. Érigé en 1936, ce monument a été le témoin silencieux de nombreux événements historiques qui ont marqué le pays. Non loin de là se trouve le Théâtre Colón, mondialement connu pour son acoustique et son architecture, une salle où chaque murmure semble avoir été pensé avec autant de soin que chaque note. L'un des lieux les plus célèbres de la ville est également le cimetière de la Recolta. Fondé en 1822, cet endroit ressemble bien davantage à un musée à ciel ouvert qu'à un simple cimetière. Les tombeaux de style néo-gothique et art déco ont été construits avec des pierres importées d'Europe, chacun racontant, à sa manière, l'histoire d'une famille ou d'un destin. L'une des plus anciennes églises de la ville, la basilique Nuestra Señora del Pilar, se dresse juste à côté du cimetière. Avec sa façade blanche et son unique clocher, cette église, de style colonial sobre, a vu sa construction débuter bien avant celle du cimetière lui-même, comme une aînée veillant sur ce qui viendrait après elle. Sur la Plaza de las Naciones Unidas, une sculpture florale apporte à la ville une énergie particulière. Là, Floralis Generica, sculpture en acier qui s'ouvre et se referme au rythme du soleil, reflète le visage résolument moderne de Buenos Aires. Créée en 2002, cette œuvre est considérée comme un symbole alliant technologie et nature, comme si la ville avait voulu offrir une fleur mécanique à son propre ciel. Le monument à Bartolomé Mitre, situé sur la Plaza Mitre, fut construit en 1927. La statue équestre de Mitre et les figures qui l'entourent, taillées dans le marbre de Carrare, incarnent les idéaux de vertu et d'unité qui ont façonné l'identité du pays. La Torre Monumental est une tour horloge historique du quartier de Retiro à Buenos Aires. Offerte par la communauté britannique pour commémorer un anniversaire de l'indépendance argentine, elle se distingue par sa façade de briques rouges et son dôme de cuivre vert, un curieux symbole d'amitié entre deux nations que l'histoire aurait pu opposer. Non loin du centre-ville, la réserve naturelle Costanera Sur s'étend sur 350 hectares. Elle se prête idéalement aux promenades en pleine nature et à l'observation des oiseaux, offrant une parenthèse silencieuse au cœur de l'agitation urbaine. Le parc Tre de Febrero, situé dans le quartier de Palermo, occupe 400 hectares. On y trouve la grande roseraie El Rosdal. Des centaines de variétés de roses emplissent chaque recoin du parc de couleurs et de parfums, au point qu'on pourrait presque oublier que l'on se trouve encore dans une capitale. Le planétarium Galileo Galilei, avec sa coupole caractéristique, propose des spectacles sur le cosmos grâce à des systèmes modernes et fonctionne aujourd'hui comme un centre éducatif pour les étudiants comme pour les simples curieux. Toujours à Palermo, le jardin japonais reflète avec beaucoup de justesse la culture nippone. Ses bassins, ses ponts de bois et ses arbres aux formes singulières offrent aux visiteurs un instant de calme et de sérénité, comme une parenthèse suspendue au milieu du tumulte de la ville. Le Pointe de la Mugère est une passerelle piétonne, blanche et pivotante, située dans le quartier des Docks. Par ses lignes sobres et élégantes, il est devenu l'un des symboles de l'architecture contemporaine de Buenos Aires. Caminito, quant à lui, est un musée de rue haut en couleurs, situé dans le quartier de la Boca. Les spectacles de tango, les marchés d'artisanat et les couleurs éclatantes des façades y créent une atmosphère vivante et joyeuse, presque théâtrale. Enfin, sur les rives du fleuve, le musée d'art de Tigre est un musée historique à l'architecture néoclassique. Sa façade et ses larges terrasses offrent aux visiteurs une atmosphère empreinte d'élégance tranquille. Cette ville, qui cache dans chacune de ses rues des détails différents, pourrait bien devenir, pour qui prend le temps de s'y perdre un peu, un souvenir impossible à oublier. Avant de refermer ce voyage, quelques derniers lieux méritent encore d'être évoqués. La chapelle San Eduardo, à Bariloche, est construite en pierre locale et en bois de cyprès. Elle marie l'esthétique du chalet de montagne à des éléments néo-gothiques et grâce à sa position en hauteur, elle bénéficie de vues larges et dégagées sur les environs, comme si elle avait été posée là précisément pour cela. Le pont de l'Inca, à Mendoza, enjambe la rivière Las Cuevas sur une longueur d'environ 50 mètres. Selon les légendes locales, ce pont serait né de guerriers incas changés en pierre. Une histoire que l'on raconte encore aujourd'hui entre fierté et mystère. Avec le temps, les dépôts minéraux ont donné à l'ouvrage des teintes jaunes, orangées et vertes. Le pont et ses environs figurent parmi les monuments naturels protégés du pays.
Sa forme surprenante, ses couleurs vives et son histoire unique continuent d'attirer l'attention de tous ceux qui passent par là. Enfin, Puerto Madryn, ville située sur la côte patagonienne, au sud de l'Argentine. La péninsule qui l'entoure constitue un habitat naturel riche pour les mammifères marins et de nombreuses espèces d'oiseaux. Le littoral de la ville est en particulier l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer des baleines directement depuis le rivage, sans même avoir besoin de prendre le large. Ces créatures immenses fréquentent souvent la région, notamment de la fin de l'automne jusqu'à l'hiver, comme un rendez-vous silencieux que la nature semble se donner chaque année. Et c'est ainsi que notre traversée de l'Argentine touche à sa fin. D'un désert de sel à un glacier qui avance encore, d'une forteresse oubliée à une capitale qui ne s'arrête jamais, ce pays semble avoir réuni, en un seul territoire, tout ce que la Terre peut offrir de contraste. On pourrait presque se demander lequel de tous ces lieux résonnerait le plus fort en soi si l'on avait la chance d'y poser un jour le pied. Le silence minéral d'un canyon perdu ou l'effervescence colorée d'une avenue de Buenos Aires. Peut-être n'y a-t-il pas de bonne réponse, seulement celle que chacun porte déjà en lui, selon ce qu'il est venu chercher.